Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chers invités, fidèles de la 88.6, la radio des défis, OCFM, bonjour. Merci à vous qui avez choisi de passer cette matinée en notre compagnie sur Dentelle et Soie. C'est également pour nous un plaisir de vous savoir à l'écoute. Eh bien, le dimanche passé, quant au thème Femmes et beauté, il a s'agi des cheveux africains naturels. C'était avec Madame Chimène Sosa, coiffeuse professionnelle, directrice générale de l'Institut de beauté Lorénor. Pour vous qui avez eu l'occasion de nous suivre sur cette édition, vous conviendrez avec moi que le thème abordé a été aussi intéressant qu'enrichissant. Énormément de choses ont été dites. Toutefois, retenons pour l'essentiel, mesdames, que la femme africaine est naturellement belle. Point besoin de folklore pour nous mettre en valeur. Nous devrions éviter de maltraiter notre crâne et nos cheveux par des défrisages intempestifs et des surcharges artificielles. Notre tête a besoin de vivre, donc de respirer. Nous devons éviter de la surcharger, pire, de dénaturer la texture de nos cheveux qui, somme toute, est inhérente au climat tropical dans lequel nous vivons et en constitue sa protection naturelle, donc sa force. Ne nous perdons pas en allant à la quête d'une identité culturelle qui n'est pas la nôtre. Pendant qu'à l'inverse, les plus grands coiffeurs et couturiers occidentaux recherchent la femme africaine à l'état brut, eh bien, mesdames, la femme africaine incarne la beauté. Et malheureusement, elle n'en est pas suffisamment consciente et cette beauté, nous avons juste besoin de la mettre en valeur. Il est clair, mesdames, que ce n'est pas forcément évident. Ça a l'air beaucoup plus théorique quand on observe la nature même de nos cheveux crépus. Et c'est justement dans cette optique que Madame Chimène Sosa, directrice générale donc de l'Institut Lorénor, nous encourage à garder nos cheveux naturels en nous faisant des promesses, en nous réservant de très très bonnes surprises pour très prochainement. De toute façon, nous aurons l'occasion de revenir sur tout ça. Eh bien, journée internationale de la femme, n'est-ce pas? Chers auditeurs, comme vous le savez, chaque dimanche sur Dentelle et Soie, la femme est à l'honneur. Aujourd'hui, dimanche 8 mars 2015, c'est dans un cadre tout à fait spécial que nous la célébrons. Et oui, pour ce faire, j'ai en ma compagnie 4 femmes et pas des moindres. Elles sont naturellement belles, elles sont dynamiques et battantes. Elles œuvrent dans les domaines que sont la communication, l'esthétique, le droit et les médias. Restez donc connectés. Célébrée dans la plupart des pays du monde entier chaque 8 mars, la Journée internationale de la femme a connu son origine dans les mouvements ouvriers du tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Depuis lors, cette journée a pris une dimension mondiale pour les femmes des pays développés comme pour celles des pays en développement. Au Bénin, dans le cadre de cette journée internationale, nous pouvons constater beaucoup de mouvements et d'activités de tout genre auxquels s'activent les femmes béninoises en vue de commémorer la gente féminine. Toutefois, que représente réellement cette journée aux yeux des Béninoises? Quel en est l'objectif? Quel bilan établir de toutes ces journées célébrées déjà et quels sont les nouveaux défis? C'est de ces questions qu'il s'agira dans le premier volet de notre émission spéciale. En second lieu, si le temps nous le permet naturellement, nous allons parler de la polygamie. Pour ce faire, j'ai avec moi sur le plateau de Dentelle et Soie, mesdames, pour vous, j'ai mesdames Huguette Bopé Nyakadja, consultante en droit. Madame Bopé, bonjour. Bonjour, Madame Raphaël. Madame Virginie de Baglion, directrice générale de l'agence Doma Organisation. Virginie, bonjour. Bonjour, Raphaël. Et Madame Brigitte Dekadjevi, journaliste et présentatrice à la chaîne 2. Madame Dekadjevi, que les gens soient sûrs que vous êtes sur le plateau. Tout à fait. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Brigitte. Bonjour, une voix qui ne vous est pas inconnue, je pense. Hein? Ben, tout à fait. Tout à fait. Et pour finir, il s'agira de Madame Chimène Sosa, que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre sur ce plateau. Madame Sosa, qui est donc la directrice générale de Lorénor et coordinatrice générale également des trophées Aské. Et c'est particulièrement dans ce cadre qu'elle est avec nous aujourd'hui pour célébrer cette journée de la femme. Mesdames, bonjour. 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 Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je rappelle que vous pouvez intervenir en direct sur le plateau.
intervenir dans le débat, dans les discussions, en vue de nous faire part de vos opinions, de vos remarques, de ce que vous avez à dire sur les thèmes que nous traitons. Et je vous rappelle les numéros que sont le 65 00 24 24, 65 00 28 28, 21 33 84 19. Alors, je vous demande, très cher, d'écourter au maximum vos interventions, pas plus d'1 minute de parole, autrement nous nous verrons dans l'obligation de couper la ligne. Eh bien, nous abordons aujourd'hui, comme nous l'avons dit, la journée internationale de la femme. Alors, mesdames, lorsqu'on parle de la GIF, la journée internationale de la femme, que représente cette journée pour vous, madame Dekadjevi? Ben, je dirais que c'est une journée pour célébrer la femme. C'est une journée pour donner à la femme toute sa dimension. Cela après des luttes, et vous-même vous venez de le rappeler, après les luttes ouvrières pendant lesquelles on a senti des discriminations, on a senti que les droits des femmes étaient bafoués. Donc le 8 mars, pour moi, c'est une journée de réflexion. Tout à fait. Pour faire le point de la lutte, pour voir si tout au moins on a avancé dans l'atteinte des droits des femmes. Très bien. Qu'est-ce que Madame de Baglion pourrait rajouter? Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Faire un bilan des avancées et puis un moment aussi de réjouissance. Tout à fait. Ah oui, parce qu'en toute chose, il faut quand même de la réjouissance. Alors, Madame Bopegna Kadja, en tant que femme de droit, comment voyez-vous cette journée internationale de la femme? Que représente-t-elle pour vous? Pour moi, c'est une journée effectivement de réflexion, une journée de bilan, une journée de célébration. De bilan parce que nous avons, notre État, le Bénin, a pris des engagements au niveau international, au niveau régional et a également des lois au niveau national qui ont pour but de promouvoir et de défendre les droits des femmes. Nous avons ratifié la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons ratifié au niveau africain le protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, protocole relatif aux droits des femmes. Nous avons des lois nationales, nous avons un code des personnes et de la famille, nous avons une loi qui prévient et réprime les violences faites aux femmes. Nous avons justement, nous allons revenir sur ces détails-là. Autant de choses sur lesquelles il faut s'interroger par rapport à leur application effective, par rapport à leur impact effectif sur l'avancée des droits des femmes. Donc c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la réflexion, de la remise en cause, de l'évaluation, avant pour moi d'être l'heure de la réjouissance. Tout à fait, tout à fait. Alors Madame Sosa, la journée internationale de la femme, qu'est-ce que ça représente pour vous, brièvement? Je vais revenir sur ce que moi j'ai recherché un peu autour de cette journée, mais c'est l'heure du bilan comme tout le monde a eu à le dire déjà. Oui. Et au Bénin actuellement, je crois qu'entre hier et aujourd'hui, il y a un forum spécial sur le projet de la campagne de Beijing plus 20, Beijing plus 20, le programme d'autonomie de la femme qui établit un programme d'action de la réalisation des droits des femmes. Et le forum se tient actuellement à Cotonou sur les 2 jours, hier et aujourd'hui, je pense. Et celles qui ont été invitées suivent. Et le ministère de la Femme aussi est complètement impliqué dedans. Et je pense que quelque chose se fait autour de ça. Donc l'heure du bilan est là. Nous allons faire de notre mieux pour voir ce qu'on a pu faire depuis ces années et ce que les femmes aujourd'hui arrivent à avoir par rapport à leurs droits sur le territoire béninois déjà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a coutume d'entendre dire qui éduque une femme éduque le monde. Sachant que l'éducation est quand même le levier même du développement. Une femme, avant d'être une dame, a quand même été une petite fille, une jeune fille, une adolescente.
qui a droit quand même à l'éducation, à une formation, etc. Mais on remarque, au-delà de toutes ces conventions qui ont été vues, ces lois qui ont été votées, on constate quand même que la scolarisation des jeunes filles n'est pas encore totalement effective, parce qu'il y a des zones où les jeunes filles ne connaissent même pas encore ce que c'est que l'école. Il y a des pays dans lesquels les filles ne sont pas scolarisées. Or, c'est ces filles qui deviendront des femmes plus tard. Et ce sont ces femmes qui sont appelées justement à gérer le monde dans lequel nous sommes. Alors, comment on peut apprécier cet état de choses, Madame Huguette? Merci. Cet état de choses est, comment dirais-je, il y a un léger avancement, c'est vrai, en termes d'un taux de scolarisation des filles qui s'est amélioré. Mais il faut comprendre que le chemin est encore, on est encore loin. On parle du Bénin précisément ou de... Bon, on va parler du Bénin, et en parlant du Bénin, on peut dire qu'on parle de l'Afrique subsaharienne parce que les tendances sont pratiquement les mêmes. Mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels il faut jouer. Oui. D'abord, il y a la responsabilité de l'État, puisque c'est d'abord l'État qui constitutionnellement garantit l'éducation. Et donc, l'État doit mettre en place des infrastructures. L'État doit s'assurer qu'il y ait des enseignants et que la chaîne des enseignants se renouvelle. C'est tout et un que processus, ces enseignants en soient fait. également de très bonne qualité. Mais fait. quand bien même l'État procurerait des écoles et qu'il y aurait suffisamment d'enseignants pour enseigner, encore faut-il que les parents décident de mettre les enfants à l'école. Parce que l'école est obligatoire, n'est-ce pas? L'enseignement est obligatoire, mais à l'école, son enfant qui veut. On ne peut pas forcer quelqu'un physiquement ni autrement à mettre son enfant à l'école. Il faut donc travailler sur les mentalités et inciter les parents qui continuent de penser que ce n'est pas utile de mettre une fille à l'école. Il faut continuer de les inciter à mettre les filles à l'école. L'autre chose, c'est aussi le maintien des filles à l'école. C'est-à-dire, le cursus, quand il commence, il faut veiller à ce qu'il soit poursuivi jusqu'à son terme. Tout à fait. Donc, il faut régler aussi les questions d'obstacles au maintien des filles à l'école. Les obstacles financiers, notamment? Il y a les obstacles financiers, il y a la question des moyens financiers, mais il y a aussi des situations qui surgissent comme les grossesses précoces, les mariages... Les mariages forcés qui sortent les filles de l'école et qui, en fin de compte, ne les y ramènent pas. Donc, c'est vraiment sur tous ces facteurs-là qu'il faut jouer pour que l'éducation connaisse une meilleure progression au Bénin. Madame de Baguillon? Mais je pense qu'elle a tout dit. Hein. Le tour est fait. Ouais. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a un plan international à travers l'ONG au Bénin qui a beaucoup travailler sur l'éducation des jeunes filles. Tout à fait. Parce que beaucoup c'était de une grande campagne. Parce que la campagne se nommait Because I'm a Girl. Parce que je suis une fille et j'ai droit à l'éducation, j'ai droit à mon émancipation. Tout à fait. Et nous avons fait un constat qui était assez terrible, c'est que les parents ne voulaient pas que les filles aillent à l'école. C'est choquant. Les parents pères ou parents mères ou les deux? Les parents pères, notamment. Mère, oui, Père tout à fait. mère, hein. Ils ne voulaient pas que les petites filles aillent à l'école parce qu'ils estiment que ça ne servait à rien. Donc, elles pouvaient faire des tâches ménagères où on les amenait comme bonnes, Tout à fait. qui étaient beaucoup plus Rentable pour eux parce que dès 7 ans, ils peuvent déjà exploiter les enfants. C'est ça. Et je trouve que c'est une situation qui, malheureusement, Déplorable. Voilà, est déplorable et nous devrions continuer à sensibiliser les parents à ce que les enfants, puis les filles puissent partir à l'école. C'est très important. Madame Dekadjevi, on parle de l'éducation comme levier du développement. Qu'est-ce que vous en pensez? L'éducation des filles notamment. Mais je crois que Madame Nyaka Popé a fait le tour. C'est vrai, il faut dire qu'il y a eu des avancées parce que le gouvernement béninois, quand même, a pris des résolutions. Par exemple, la gratuité de l'école pour les filles. Ça a quand même permis à beaucoup de parents d'envoyer les filles à l'école. C'est vrai. Mais elle a posé immédiatement un problème. Il y a le suivi. Tout à fait. Il y a la formation des professeurs, des enseignants. Les infrastructures. Les infrastructures, mais il y a également le suivi
dans ce sens qu'il faut veiller à ce que les enfants restent à l'école. Parce que c'est vrai, au départ, on voit un grand nombre de filles. Par exemple, vous allez au primaire, vous voyez un grand nombre de filles, mais vous venez en terminale, vous suivez le cursus, vous ne voyez plus de filles, pratiquement plus. Peut-être qu'elles sont 50 à commencer le CI ou la maternelle, je ne sais pas, mais vous suivez cette vague-là en terminale, peut-être vous rencontrez 3, mais où sont passés les autres? C'est ça. Entre-temps. Entre-temps. Où sont passés les autres? C'est la question à poser. Et justement, elle a bien posé le problème. Et je crois que c'est à ce niveau aujourd'hui que se trouve la lutte. Parce que, comme elle a dit, c'est vrai, il y a aussi la sensibilisation qu'on doit continuer. Parce qu'il y a encore des poches de résistance. Comme a dit Madame de Baglion tout à l'heure, c'est vrai, il y a des parents qui ne trouvent pas la nécessité d'aller à l'école. En fait, pour une fille, ça donne quoi? Puisque la fille est appelée un jour à rester à la maison, à rester au foyer, à conduire un ménage. Pourquoi aller à l'école? On n'a pas besoin quand même de papier, de connaître, d'avoir de grands diplômes. Pour être à la cuisine. Pour être à la cuisine, pour être maman, pour gérer les enfants. Justement, donc, voilà. Madame Sosa, pendant longtemps, la femme a été considérée comme, on va dire, un sujet de plaisir et de procréation. Il était entendu qu'elle devait être belle, puisqu'on est à Lorraine-Nord. Elle devrait se faire belle, se contenter d'être belle, avenante, séduisante, et attendre patiemment son homme à la maison pendant des heures et des heures à faire le ménage à la maison, à faire le nettoyage, à être vraiment une bonne ménagère. Et donc cette femme d'antan a été considérée comme épouse, comme mère, comme ménagère. Il fut une période où il y a eu quand même une certaine révolution. Les femmes se sont réveillées parce qu'elles ont pris conscience de leurs valeurs. Elles ont compris qu'elles avaient quand même quelque chose, elles avaient une valeur à ajouter à l'homme. Elles étaient complémentaires de l'homme et qu'elles pouvaient jouer quand même leur propre rôle en tant que femme, en tant qu'intellectuelle, et qu'elles pouvaient changer le monde. Alors, à votre avis, à quel moment réellement on a pu palper cet état de choses? Je crois que ça s'est passé en Russie la première fois, c'était pas en Afrique. Hein. Le président Lénine a reconnu cette journée pour nous. Et depuis 1927, et cette date a été initiée pour que les femmes revendiquent leurs droits. Et ces femmes ont permis aujourd'hui à ce que nous soyons là et que la femme africaine puisse se dire c'est possible. Et les Nations Unies a validé cette loi qui nous permet d'avoir une journée pour nous et de discuter nos droits. Madame Bopé a dit tout à l'heure les droits que nous avons, mais ce qui se passe en Afrique est lamentable parce que la femme africaine aujourd'hui dans sa condition est vouée à rester à la maison. Mais moi, quand j'ai recherché le pourquoi de cette chose, j'ai réalisé qu'il y avait des femmes qui ont refusé cette droit. Cette condition. Voilà, cette condition, parce qu'elles se sont rendues compte qu'il fallait être instruite aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Et l'école pour tous, toutes les ONG qui essayent de mettre la petite fille à l'école, ont fait beaucoup de choses à la date d'aujourd'hui pour nous. Et nous sommes aujourd'hui sur ce plateau parce que nous représentons quelque chose. Et nous sommes des femmes qui font quelque chose. Nous faisons tous quelque chose pour notre pays. Et le trophée que moi je représente est dans ce sens. Le trophée Askey, ce trophée a été initié pour montrer que la femme africaine n'est plus à la maison. Celle qui ne doit plus rester à la maison. La bonne ménagère, la bonne épouse. Qui peut être une épouse et travailleuse. Celle qui peut diriger les hommes, celle qui peut diriger une entreprise, celle qui a refusé de faire partie du meuble de son mari. C'est-à-dire que les meubles de la maison, la femme fait partie. Et il y a des pays encore aujourd'hui, par exemple, on va prendre l'exemple du Sénégal, les petites filles sont élevées pour servir leur mari. C'est dans leur mentalité. Et elle doit juste rester à la maison, être jolie, et son mari s'occupe de tout dans sa vie. Et ça existe déjà depuis des siècles et des siècles. Voilà, hein. Je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe vraiment. Tout à fait. Il y a même eu des écoles qui formaient des jeunes filles pour ça. J'ai été surprise de voir que dans leur mentalité, une femme est destinée à s'occuper que de son mari. Et elle est élevée pour ça. Donc, à partir de 18h, même si vous allez à Dakar aujourd'hui, les femmes, à 18h, la plupart, elles ne travaillent pas.
Et elles sont prêtes, elles s'habillent, elles s'encensent, elles se magnifient pour leur mari. Elles se préparent pour leur mari. Ça dessert certaines femmes de la sous-région parce que nous, on travaille, on n'a pas le temps. Madame Dekadjali veut intervenir. Mais tout à fait, je voulais tout de suite dire, c'est vrai, c'est peut-être que chez certains peuples, ça existe exactement comme ça, le cas du Sénégal par exemple, mais moi je crois que typiquement au Bénin, ça n'a jamais existé. Cette culture n'a jamais existé au Bénin, parce que, allons voir, même dans les coins les plus reculés, la femme travaille beaucoup. Notamment les villageoises, Mais quand beaucoup. on les voit à l'œuvre. Aïe, aïe, aïe. Elles sont au champ très tôt le matin. Elles travaillent dur au champ. Elles doivent même travailler. Et parfois, le champ du mari, aider le mari aussi dans son champ. Imaginez ce que ça fait comme boulot. Elles reviennent à la maison. C'est elles qui s'occupent du ménage. Donc déjà, chez nous, au Bénin, nous n'avons pas reçu cette culture de se pouponner, rester là, Attendre le mari. Non, au contraire, bien au contraire. Ce sont les femmes qui, quand nous allons dans les coins les plus reculés, ce sont les femmes qui gèrent les ménages. Côté économie. C'est ça. Côté économie, ce sont les femmes parce qu'elles travaillent beaucoup. Parfois même, les enfants sont à leur charge. C'est elles qui se battent pour la survie de la famille. Donc déjà, chez nous, c'est déjà différent. Alors, Madame de Baguillon, l'autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, c'est le thème de l'année 2015 que l'ONU a bien voulu promulguer pour la Journée internationale des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce utopique ou est-ce réellement pratique que la femme soit autonome et que cela puisse effectivement engendrer l'autonomisation de l'humanité? Mais je pense que Brigitte l'a dit, hein, elle vient de le dire, c'est une réalité. On ne va pas dire une triste réalité, mais une vraie réalité. Parce que nous sommes toutes là, nous sommes des femmes chefs d'entreprise ou à la tête de certaines organisations. Mais au-delà de ça, on prend les femmes. Aujourd'hui, qui fait tourner la mamie dans les foyers, ce sont les femmes. Qui éduque les enfants, ce sont les femmes. Et pour ça, il faut que tu sois autonome. Et qui s'occupe de l'homme, ce sont encore les femmes. Donc aujourd'hui, c'est pas une utopie. Je pense que c'est une vraie réalité, mais qui ne se manifeste pas à vue d'œil. À vue d'œil, parce que la plupart... Alors, qu'est-ce qui explique justement ce fait que ça ne se manifeste pas? Est-ce que ce n'est pas parce que l'homme, justement, a tellement peur du pouvoir de la femme qu'il cherche plutôt à l'étouffer que de réellement le faire épanouir? Non, mais bon, c'est parce que les femmes, je pense, ne se valorisent pas assez. Suffisamment. C'est parce que suffisamment, ou on ne leur laisse pas le temps de montrer tout ce qu'elles font. Mais alors, il paraît que le pouvoir s'arrache, Madame Huguette, le beau-père Nyakadia. Le pouvoir s'arrache. Alors, oui, mais quand on dit que les femmes, on ne leur laisse pas réellement la possibilité de s'exprimer, est-ce qu'on va rester tout le temps là à se victimiser ou est-ce que ce n'est pas au contraire nous-mêmes qui nous condamnons dans cette situation? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de place, mais c'est qu'on a aussi, on a besoin qu'on nous fasse de la place et on a besoin aussi de se faire de la place. Tout à fait. N'est-ce pas? Et parce que il y a des fois où on nous fait de la place, mais on ne la prend pas. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un problème. Exactement. En fait, quand on a parlé d'autonomisation de la femme, surtout l'autonomisation économique, il faut déjà la comprendre, parce que si les hommes et les femmes elles-mêmes ne le comprennent pas, elles penseraient que c'est rendre la femme autonome au détriment de l'homme, pour qu'une partie du pouvoir lui soit arrachée. Alors que l'autonomisation de la femme, comme le dit le thème, entraîne l'autonomisation de l'humanité. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? C'est simplement parce que si, par exemple, on prend la productivité, en termes de productivité, la contribution des femmes accroît la productivité. Si les femmes ont un accès égal aux biens et aux moyens de production, à des ressources, aussi bien les ressources financières, crédit, épargne, revenus, et autres qu'à des ressources physiques comme l'accès à la terre, plus de terre, accès à la propriété foncière, accès aux technologies, accès aux intrants, tout ce qu'on veut, la productivité va s'accroître. Pourquoi? Parce que les femmes, y compris dans notre pays, constituent la majorité de la main-d'œuvre agricole, par exemple.
si on prend le secteur de l'informel, c'est pareil. Le secteur de l'informel, il est rempli essentiellement par les femmes. Et qu'on le veuille ou non, c'est une économie qui fonctionne. C'est l'économie qui soutient les ménages. De la même façon qu'en termes de participation à la gouvernance locale, il est établi que les femmes, quand elles sont plus nombreuses dans les assemblées nationales, par exemple, elles sont susceptibles d'influer sur des questions qui regardent l'ensemble de la communauté. Justement, parlons-en puisque nous y sommes. Suite aux différents partis récemment promulgués, le nombre de femmes est encore infime. Hein. C'est toujours la polémique autour en politique. Hein. Je m'adresse parallèlement à Madame Dekadjevi, qui est quand même des médias aussi. Hein. On dirait qu'au Bénin, c'est encore utopique. En même temps qu'on nous tend la main droite, on nous retire la main gauche, parce que le nombre est encore assez infime. Et qu'est-ce que cela peut signifier? Cela signifie tout simplement que nous avons encore du chemin à faire en termes de compréhension, justement. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'en cédant du pouvoir à la femme, on perd du pouvoir. On ne se rend pas compte qu'en lui cédant du pouvoir, c'est la communauté qui en jouit, en fait. Il faut s'inquiéter parce qu'actuellement, c'est quoi? C'est 8% de 8,4% de femmes, je crois. Et avec les dernières nouvelles qu'on apprend, on risque d'aller encore plus bas. Quand on pense que dans les années de la Révolution, c'était plus encore. Donc, on est en train de régresser. Et c'est dommage parce que des pays comme le Togo, des pays comme le Niger, ont une présence féminine au sein de l'Assemblée qui est encore plus... Or, si les femmes sont présentes dans l'Assemblée, vous verrez qu'on prendra plus de dispositions par rapport aux questions sociales, aux prestations sociales, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'accès aux prestations sociales, l'éducation, la santé. Donc, c'est ça, il faut comprendre que c'est le bien de la communauté entière, de la nation entière, qui est amélioré quand la présence des femmes est plus forte. Alors, il y a un adage qui nous dit que l'homme est un loup pour l'homme. Est-ce que ce n'est pas le cas de la femme? Est-ce que la femme ne représente pas une louve pour la femme? Parce que finalement, on constate que ce sont nous-mêmes, les femmes, qui tirons les choses. C'est-à-dire, dès qu'il y en a une qui doit pouvoir défendre la condition féminine, ou dès qu'il y en a une qui doit pouvoir émerger, eh bien, les autres ne suivent pas. Elles ne font pas le nécessaire pour pouvoir pousser celle-là en se disant, mais tiens, quand elle arrivera à telle destination, ce qui est sûr, les femmes en auront pour leur compte. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous propose qu'on suive un élément de maître Marie-Élise Guédot et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Comment peut-on construire un monde au féminin meilleur lorsque nous avons des femmes montées de toutes pièces, prêtes à écraser d'autres femmes comme des bulldozers, lorsque ces femmes ne pensent pas comme elles, ne réfléchissent pas comme elles et n'ont pas la même vision qu'elles. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, ce que les femmes devraient faire, c'est d'être des femmes leaders économiquement fortes, indépendantes, pour construire un monde meilleur pour elles-mêmes d'abord et pour leurs enfants. Pourquoi je dis ça? Nous ne devons pas oublier que pendant des siècles, la femme a été écartée du système éducatif scolaire. Ce qui fait que aujourd'hui, on a l'impression qu'un manque de solidarité est visible, patent entre les femmes, surtout dans les pays africains, plus spécifiquement dans mon pays. Or, nous devons pouvoir combler cette discrimination qui nous a été faite par la société en restant solidaire. Je veux dire par là que lorsque une femme est devant, qu'elle a la chance d'avoir réussi, elle doit pouvoir penser à celles qui n'ont pas encore réussi, surtout par le système éducatif qui continue de plomber l'avenir des filles, des futures femmes pour demain. Or, lorsque nous constatons qu'il y a des femmes leaders prêtes à tirer le wagon, les wagons, ce sont les wagons qui leur mettent encore les bâtons dans les roues.
Donc, il y a une question de loyauté, une question de solidarité que les femmes doivent mettre au quotidien dans leur combat pour que nous puissions combler cette discrimination qui nous a été faite par la société. Il n'y aura pas la guerre femme-femme dans ce pays. Nous ne sommes que des femmes et nous avons un objectif, c'est de combler le vide éducationnel que nous n'avons pas eu pour pouvoir avancer et occuper des postes du point de vue social, économique, politique, d'être dans des postes de choix pour un monde meilleur, pour une société meilleure. Pour un monde meilleur, pour une société meilleure. Effectivement, comme on dit, l'union fait la force. Les femmes représentent pratiquement les 52% de la population, mais force est de constater que nous sommes encore à la traîne et que les hommes prennent le dessus sur nous, qui sommes majoritaires. Alors, comment on peut comprendre cet état de choses, Madame Sosa? Madame Élise Bédot a tout dit. Je pense que l'interview qu'elle a eue fait partie des trophées Asquet parce qu'on a eu un thème qui était sur un monde au féminin sera-t-il meilleur. Et comme nous recherchons les femmes leaders, nous avons eu l'honneur de la voir sur le plateau de cette émission. On a eu un débat, excusez-moi, qui nous a permis de voir si un monde au féminin sera meilleur. Et Madame Idou était sur le plateau à parler au nom du Rifonga. Et nous avons réalisé qu'elle avait tout dit. Ce débat était Qu'est-ce qu'elle a dit concrètement? Elle a dit que les pouvoirs devaient se prendre. Les femmes ne devaient plus rester, attendre que quelqu'un les nomme, que quelqu'un leur donne le pouvoir, qu'elles avaient le pouvoir, mais qu'elles ne le voulaient pas. Parce qu'on a réalisé que le débat avait conclu qu'un monde féminin ne sera pas meilleur. Parce qu'entre elles, c'est des louves. Elles ne sont pas gentilles entre elles. Les femmes ne sont pas gentilles, il faut le dire. Quand vous rentrez dans une administration, vous avez besoin de faire un papier, tombez sur une femme. Et voyez les réactions. Et vous allez voir la réaction tout de suite. Que vous rentrez dans un bureau ou quelque chose et vous rencontrez un homme, rien que parce que vous lui plaisez, rien que parce que votre aura lui plaît, il va vous signer ce que vous avez besoin. Et il va juste vous dire merci. Vraiment, vous êtes jolie, vous êtes sympa. Mais la femme, parce que vous êtes jolie, ça pose un problème. Ça vous pose déjà un problème parce que dès qu'elle vous voit arriver comme ça, là, elle est contre vous déjà. On va en revenir tout à l'heure peut-être dans la polygamie. Est-ce que c'est pas parce que justement on est tellement nombreuses et qu'il n'y en a pas suffisamment pour les hommes que... Non, c'est pas de but en blanc, c'est pas de but en blanc. C'est pas de but en blanc, c'est pas dès que une femme voit l'autre tout de suite... au cliché comme ça, tac, elle me plaît pas, elle est pas jolie, ou bien elle est plus jolie, non. Mais moi, je vais d'abord, avant de revenir sur cet aspect, je vais d'abord emboîter le pas à Madame Beaupé qui a parlé de la présence des femmes dans les instances de décision. C'est vrai que, moi, je veux dire, vous voyez, tout part de la base, de notre éducation. L'éducation joue un grand rôle dans ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait. Dans nos maisons respectives. J'ai une famille, vous en avez, tout le monde en a. Voyez comment on nous a éduqués, nous les filles. Voyez comment on a éduqué nos frères, les garçons. Et nous-mêmes, sans nous en rendre compte, nous reproduisons le même cliché, sans nous en rendre compte. Parce qu'à la maison, très tôt, les garçons ne doivent pas aller à la cuisine, c'est les filles qui font la cuisine. En fait, on nous prépare. Bon, c'est vrai qu'on va dire c'est pour assumer les responsabilités demain, mais dans le même temps, ça diminue un peu. Le sujet, c'est qu'on dit que la femme, en fait, est un obstacle pour l'autre femme. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais je disais, avant de parler de la femme obstacle pour l'autre femme, je voulais emboîter le pas à Madame Beaupé, qui tout à l'heure a parlé de la présence des femmes dans les instances de décision. Oui. Et elle disait qu'aujourd'hui, les hommes ont tendance à se dire, quand nous concédons des pouvoirs aux femmes, nous en perdons. Oui, tout simplement parce que nous sommes dans un monde masculin, fortement masculin. Ce sont les hommes qui veulent
faire les lois. Ce sont les hommes qui veulent tout diriger. La preuve, vous allez voir, même les blagues qui circulent, toutes les blagues qui circulent font des clichés sur les comment femmes. on en est arrivé là, justement? Que ce soit ces hommes qui, à chaque fois, soient dans les instances décisionnelles, soient toujours en train de décider en lieu et place des femmes. Comment on en est arrivé là? Parce que tout est parti d'une base. Mais tout à fait. Et ces hommes en question sont de la même génération que ces femmes qui se plaignent. On en est arrivé là parce que c'est parce que toi et moi, nous qui sommes ici, nous avons eu de la chance. Beaucoup de femmes, je parie, ont de grands diplômes, mais quand vous allez les appeler pour venir parler à ce micro, elles vont vous dire non. Mais c'est là le réel problème à ce moment. Mais attends. Qui permet pas. Non, ne voyons pas directement. Ne voyons pas directement le mari. C'est d'abord elle-même. On a tellement peur de prendre la parole parce que à la maison, on ne nous avait pas appris. On nous avait pas appris à prendre la parole. Mais au-delà de ça, je suis un peu d'accord avec Chimène. Oui, j'ai remarqué qu'au Bénin, oui, les femmes sont très, très soumises et s'écrasent devant le mari, quel que soit leur diplôme. Voilà. Rares sont les femmes qui, malgré leur diplôme, malgré leur rang, osent affronter leur mari. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, tu les envoies quelque part, elles te disent non, mon mari a dit que non. Même dans la recherche de l'emploi. Si, je suis désolée. Moi, je suis chef d'entreprise, je reçois des filles pour des recrutements. On leur dit, bon, voilà le travail que nous faisons, nous travaillons dans l'événementiel. On va travailler tard. Ah non. Si c'est à 18h, passé 19h, mon mari a dit non. Je lui ai dit, mais tu veux être indépendante? Oui, je dis non, je crois pas. Mais non, il va dire non. Je dis, mais qu'ils disent non, c'est quoi le problème? Voilà. Tu es une femme, tu as tes droits, tu dois te battre. Ou tu choisis ton boulot, ou tu décides d'être marié et d'occuper. Mais justement, c'est pourquoi je dis, il y a l'éducation qui joue un grand rôle. En fait, être soumise, c'est aussi un grand impact de notre éducation. Notre éducation nous apprend à être soumise. Mais on va dire que apprendre nos maris pour nos pères. Nos maris sont nos pères. Alors l'éducation quand même, on va dire que l'éducation dans pratiquement tous les pays d'Afrique, parce que c'est aussi culturel. Hein. Bien sûr. Nous sommes en Afrique et pratiquement tous ces pays africains embrassent la même culture. Tout à fait. N'est-ce pas? Mais il y a des pays comme la Côte d'Ivoire où les femmes sont quand même émancipées. Les femmes se vivent, elles sont autonomes. Et elles arrivent quand même à imposer leur caractère, leur nature, parce qu'elles se voient d'abord avant de se calquer à un homme. Oui, ce sursaut, c'est exactement un parcours. Ce sursaut est venu après. Peut-être ce sursaut, nous ne l'avons pas encore au Bénin. C'est différent. Mais c'est là la question, c'est là le nœud. Mais il est lent à venir. Vous savez, parfois, c'est pas aussi simple. Hein. Moi, il y a une phrase qui, pour moi, résume la culture béninoise. Oui. Elle est dite en fond, on dit, nyonou, aussi. Et on dit, sous glébénou. Et donc, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est faire en sorte que nyonou, poesi devienne en même temps que l'homme, nyonou glébénou. C'est-à-dire qu'elle sorte de la maison pour occuper la place publique. Alors ça m'amène à une question, c'est celle de savoir justement, parce qu'on parle généralement de la parité entre l'homme et la femme, l'égalité entre l'homme et la femme. Alors c'est vrai que quelque part c'est des sujets qui paradoxalement s'imbriquent, hein, puisque à vous entendre parler, Maître Nyakadia, c'est quelque peu revenir à l'égalité avec l'homme. Absolument. Et est-ce qu'on peut arriver à ça dans un monde... Ça dépend de comment on le comprend. Oui. Il ne faut pas comprendre l'égalité entre l'homme et la femme comme le désir de voir la femme devenir identique à l'homme. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est quoi? C'est que nous puissions penser, décider, agir, interagir, choisir sans que cela soit lié à notre sexe. Et en termes de parité, en fait, c'est quoi? La parité, c'est un outil démocratique. Toute société démocratique doit pouvoir accepter la parité. Parce qu'elle dit simplement que l'homme et la femme doivent avoir les mêmes opportunités, les mêmes droits, et que même s'il y avait des traitements différentiels, parce qu'ils sont quand même de sexes différents, que ces traitements différentiels soient équivalents. Et donc, en termes d'opportunités d'emploi, en termes de représentativité dans une sphère décisionnelle, que ça soit égal. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est là où interviennent l'éducation et
le poids de ce qu'on appelle les pesanteurs socioculturels. Je vais vous donner un exemple très concret. Si un homme est nommé ambassadeur, il est nommé diplomate affecté à l'étranger, c'est pratiquement une formalité pour lui par rapport à son épouse. Dès l'instant où son épouse et lui tombent d'accord, il n'y a pas de problème. Son épouse va la suivre. Mais demandez à un homme dont la femme a été nommée ambassadeur de suivre son épouse. Déjà, le concept même de suivre son épouse le froisse. C'est ça. Parce que dans son entendement, c'est son épouse qui le suit. Et donc, ça va être difficile. Ce qui, d'un côté, était une formalité, un accord entre les époux, va devenir, quand c'est la femme qui est nommée ambassadeur, ça va devenir une affaire de famille. Alors, à ce rythme, est-ce qu'on y arrivera réellement un jour? Est-ce qu'on y arrivera réellement un jour à ce rythme? On n'y arrivera jamais. On a dit, je pense aussi parce que... Moi, je vais vous donner un exemple sur ma propre vie personnelle. À un moment donné, j'ai eu un contrat dans un magazine international où il fallait que je fasse la couverture du magazine. Et j'étais mariée, il fallait demander l'avis de mon mari, parce que c'est mon frère qui était l'avocat de ce groupe. Et ils lui ont proposé de proposer une femme en Afrique pour la couverture qui fait quelque chose autour d'un métier sur le magazine. Et j'étais la personne indiquée, puis celui, il était dans la décision. Et il a dit, moi j'ai ma soeur qui est en Afrique qui fait des choses, ça sera intéressant pour elle de faire une promotion autour d'elle sur la couverture et je vais voir si elle accepte. Donc il m'appelle, il m'en parle. Et j'étais enchantée de faire la couverture de ce magazine. Donc j'en parle à mon mari toute contente. Avant, il n'y avait pas de mail, donc je ne pouvais pas envoyer de mail sur ma vie. Il fallait que je prenne des photos et qu'ils viennent me faire un shooting à la maison et tout ça, sur ma vie. Donc je lui en parle et j'arrive, je lui dis, tu sais ce qui va m'arriver, il paraît le journal va venir à la maison, ils vont nous prendre en photo, ils vont parler de nous et je vais faire la couverture. Il m'a dit, si tu fais cet article, tu sortiras de ma maison. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'une star dans ma maison. Je ne veux pas mettre ma vie au public. Je ne veux pas mettre ma vie dans ce journal, ça fait un. Et je ne veux pas de star dans ma maison. Si tu fais la couverture, tu sortiras. J'appelle mon frère, je dis, mais il y a un problème, mon mari ne veut pas. Je ne peux pas faire l'article parce qu'il ne veut pas. Il me dit, si ton mari ne veut pas, tu ne peux pas le faire. C'est un garçon. Il m'a pas dit. Oui, pourtant c'est ton frère. Mais pourtant c'est mon frère. Il aurait pu dire, attends, non, il ne peut pas refuser un truc comme ça. Attends, je l'appelle. Il m'a dit, si ton mari ne veut pas, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu écoutes ton mari, il ne veut pas de ça. Donc tu ne peux pas le faire. Et à l'époque, j'ai laissé tomber parce que, bon, moi aussi, j'étais dans la soumission. Parce qu'on a éduqué à accepter que notre mari conduise notre destinée. Quand vous avez même un poste, comme elle dit, naturellement, quand le mari est nommé, vous suivez, vous pouvez laisser... Il y a plein de femmes qui travaillaient, qui faisaient des choses et aujourd'hui qui ne font plus rien parce que leur mari a été muté dans un autre pays où elles ne pouvaient plus faire quelque chose d'autre que de rester à la maison et éduquer leurs enfants. Et le mari, il est dans les missions et elle reste à la maison. Et les femmes de diplomates, généralement, moi j'en rencontre plein, elles s'ennuient, elles sont dans les pays. De ça, moi, elles sont dans des pays où elles n'ont pas de famille. Et Madame de Baglio va intervenir. Oui, moi je disais que par rapport à ce que Maître Yakadji a dit, ce qui est totalement vrai, moi j'ai une amie qui a eu un poste aux Nations Unies, un poste très intéressant, bien payé. Lorsqu'elle a demandé à son mari de la rejoindre, il a demandé si elle était folle. Ben voilà. Elle dit, moi, l'Africain, là, je veux quitter mon poste ici, là, pour te retrouver là-bas. Pourtant, c'était un poste à des... Je sais pas, elle était tellement bien payée, un appartement de 3 000 $. La jalousie masculine ne le permettra pas. C'est terrible, là. C'est terrible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divorcé. La dame a dit... Le pouvoir doit pouvoir se prendre. Elle a pris son pouvoir. Voilà, c'est le choix. Voilà. Elle a assumé. Elle a préféré ça parce qu'elle a dit ma vie. Et moi, je pense que on a la chance au Bénin, même si on a l'éducation de la femme soumise, c'est par le Bénin que 2 femmes se sont présentées pour dire nous voulons être présidentes. Oui. Et il suffit que les femmes se disent une fois, on a le choix. Elles sont 2, donc on a le choix. Et moi je vote pour celle-là, moi je voterai pour l'autre parce que je vais plus dans son programme, je la ressemble plus. On a le choix. Mais aucune d'elles n'a fait ça. C'est pour ça. Regarde, il suffit que chacune d'elles se dise,
il faut que maintenant, on décide que ce soit une femme qui gouverne le Bénin. Il suffit que chaque personne vote. La question maintenant est de savoir si effectivement ces femmes se présentent, est-ce qu'on est réellement apte à les suivre. Eh bien, mesdames, je vous propose une petite intermède musicale, histoire de détendre. On va y revenir. La régie, s'il vous plaît. Julio Iglesias. On a dit ça. Non, mais oui, parce qu'il faut revenir, c'est ça, évident. Hein? Eh oui, dimanche 8 mars 2015, journée internationale de la femme, et c'est en compagnie de Madame Chimène Soussa, Madame Brigitte Dekadjevi, Madame Virginie de Bavignon et Madame Huguette Bopé-Nyakadja. Eh bien, mesdames, nous avons fait un peu le tour, n'est-ce pas, de cette journée de la femme. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été célébré à ce jour? Qu'est-ce qu'on est en droit de retenir comme acquis de toutes ces journées que nous avons eu à célébrer, Madame Nyakadja? Moi, je peux dire qu'on a quand même avancé entre le moment où c'était les questions dont nous discutons aujourd'hui étaient des questions taboues, le moment où aucune femme n'aurait effectivement osé se présenter aux élections présidentielles. On a avancé. Mais c'est vrai que quand on constate, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a plus que 8,4% de femmes à l'Assemblée nationale, alors que ce n'est pas les compétences qui manquent, on se pose des questions. Et moi, je pense qu'un 8 mars devrait servir, outre le bilan que nous faisons, à sensibiliser aussi. Parce que je crois que ce n'est pas seulement les mentalités des hommes qu'il faut changer, mais c'est à la fois les mentalités des hommes et les mentalités des femmes. Je parle de la mentalité des hommes parce que les hommes qui comprennent que la promotion des droits des femmes est pour le bien de tous, eh bien ces hommes-là, ils y contribuent valablement. Et comme nous parlons à bâton rompu, moi je dois dire que j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a beaucoup apporté dans mon parcours. Parce que pendant 4 années, par exemple, j'ai occupé une fonction internationale puisque j'étais expert au sein d'un comité des Nations Unies qui se réunissait pour 6 à 8 semaines, 3 à 4 fois par an à New York. Et je dois reconnaître que si je n'avais pas un mari qui avait une mentalité de ceux qui tirent les femmes vers le haut, il ne m'aurait pas facilité la tâche. Il ne m'aurait pas facilité la tâche parce que j'étais tout le temps partie à un moment où lui aussi il était vraiment énormément sollicité. Et bon, donc, qu'on le veuille ou non, le poids de la contribution des hommes est de nature à changer les choses. Tout à l'heure, comme Chimène le disait, si son mari avait dit oui, elle aurait avancé. Tout comme les femmes qui sont nommées ambassadeurs, si leur mari peut dire oui, quand un va dire oui, deux vont dire oui. Elle aurait avancé et il aurait peut-être perdu. Une femme à non, qui... c'est pas sûr. Moi, je dis que l'homme a peur. L'homme a peur que sa femme évolue. Tout à fait. C'est là le véritable. C'est pas contre eux. C'est pas contre eux. Moi, c'est légitime. Mais un homme qui a une femme qui monte un peu trop a peur. Il cherche à la niveler. Voilà. Et dans la mentalité de nos hommes africains, le beau-père ou la belle-mère va l'appeler pour lui dire « Ta femme est en train de trop sortir. Pourquoi tu ne réagis pas? Parce que tu vas la perdre. Parce que tous les hommes la regardent. Si elle est jolie, alors c'est une catastrophe. Si elle est intelligente, c'est encore pire. Si elle est intelligente, alors c'est... Exactement. Donc, moi, une femme comme nous, sur ce plateau, j'applaudis. Parce que nous avons eu cette chance. Toutes celles qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir sortir et dire « je ne veux pas », parce que toutes celles qui ont pu dire « je ne veux pas », elles sont arrivées à la tête des grandes choses. Et je salue les femmes béninoises que nous avons la chance d'avoir dans ce pays, qui ont osé se présenter aux élections présidentielles. Les femmes doivent voter pour les femmes. Tout simplement. Tout ça. Là, je suis pas Alors, mesdames, vous savez, dans Tel et Soir, si vous permettez, dans Tel et Soir, c'est également une émission interactive et on va vérifier à la régie si nous avons déjà des appels. Pas encore. Oui, madame. Non, je disais que je ne suis pas totalement d'accord
Parce que, en fait, je ne voudrais pas que la prise de pouvoir soit relève de devoir de solidarité pour moi. Moi, je ne voterai pas une femme pour être président de la République parce qu'elle est femme. Je voterai pour elle parce qu'elle remplit les conditions pour être président. Non, on se comprend, bien sûr. Elles ont des programmes. C'est-à-dire que nous avons cette chance. Il faut que je sois convaincue. Mais bien sûr. Il faut que je sois convaincue de ses capacités. Qu'elle a un programme. Un programme d'action. Elle a un programme qui me convainc en tant que, pas en tant que femme, mais en tant que citoyenne. Voilà. Tout à fait. Non, mais quelque part, Madame Sosa n'a pas tort parce que même ces hommes qui se présentent, quels sont les programmes qu'ils nous présentent concrètement? Et quand ils arrivent à leur siège, qu'est-ce qu'ils en font concrètement? Rien du tout. Alors, je ne pense pas qu'une femme viendra proposer moins qu'eux, mais faudrait-il déjà que dans nos mentalités, nous soyons prêtes à soutenir la femme? Merci. À cette évolution-là. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si nous ne faisons pas attention, c'est ce qui fait que parfois la question de la parité est mal perçue, que les questions de quotas sont mal perçues parce qu'ils sont perçus comme une charité qu'on nous fait. Ils ne sont pas perçus comme une égalité dans les opportunités si nous avons les mêmes aptitudes. En fait, moi, c'est tout ce que je combats. Sinon, qu'une femme supporte une femme, je suis d'accord. Mais c'est que je ne veux pas qu'on stigmatise le positionnement des femmes en le réduisant à une sorte de solidarité féminine. Non, c'est là où Et parce que souvent, quand nous sensibilisons, ce sont les réponses que nous obtenons, y compris des femmes elles-mêmes. Il a été prouvé quand même à maintes reprises que la femme est la meilleure gouvernante, c'est la meilleure organisatrice et c'est la meilleure gestionnaire par rapport à l'homme. Alors, qu'une femme veuille bien se présenter, je pense que ce qui est sûr, elle ne pourra présenter qu'un programme valable, un programme digne de ce nom, qui doit pouvoir répondre à l'aspiration des femmes, parce qu'on doit pouvoir se retrouver en elle. Elle doit pouvoir mieux que les hommes connaître aussi bien les besoins des hommes que les besoins des femmes, les besoins de la société, les besoins socio-économiques, puisque c'est une femme quand même dynamique, battante, etc. Et avec cette garantie d'avoir quand même la rigueur qu'il faut, la discipline qu'il faut et la douceur qu'il faut, parce que les guerres dont nous parlons à travers le monde, ce sont en général les hommes qui engendrent ça. Oh là là, mais il a été montré que quand la femme, dit comme ça semble très beau, mais dans la réalité, ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce qu'on est une femme que d'office, on peut cerner tout ce qui est du bien de la population, du bien, c'est pas parce on lui colle le caractère de bonne gouvernante, de bonne gestionnaire, que d'office, elle saura ce qu'il faut pour diriger tout un État. Non, nul n'est Dieu de toute façon. Non, écoutez. Mais en plus, le cri que les femmes votent pour les femmes, je ne le trouve pas très objectif. En ce sens que, c'est ça, justement, moi je me dis, c'est des langages comme ça qui mettent les hommes sur leur pied de guerre. Parce que et pour cause, justement, nous l'avons dit, nous, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans un monde, qu'on le veuille ou non, un monde masculin. Mais c'est ça qu'on cherche. Non. Écoutez. Est-ce que vous croyez, d'après toutes les luttes qui ont été menées, est-ce que vous croyez que si nous nous levons, nous disons, nous voulons prendre le pouvoir. Maintenant, les hommes, derrière, vous ne pouvez pas. Nous avons des capacités. Vous croyez que ça va... Mais essayons pour voir. Vous savez ce qui risque d'arriver? C'est comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les hommes, ils vont monter sur leur, grand chevaux si vous voulez, et ça va être la guerre. Et la guerre, cette guerre, je crois que nous la perdrons. Madame Nekadjebi, nous la perdrons. Comme on le dit souvent, on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Je suis d'accord, Madame Rapace. Je suis d'accord, mais nous, je dis, nous, Dieu nous a créés, nous disposons des atouts pour maîtriser, pour faire entendre ce que nous voulons. Nous disposons de ces atouts-là.
Toute femme dispose de ses atouts. C'est justement là qu'on parle de pouvoir, c'est justement là notre pouvoir. Oui, mais en réalité, en résumé, en termes plus clairs, si vous devez résumer en termes plus clairs, je suis d'accord que nous avons plus de diplomatie, nous avons plus de tact pour régler les problèmes. Vous regardez une femme face à un problème pour régler, elle a plus de tact, elle a plus de diplomatie. Raison de plus pour prendre les rênes. Non, attends, doucement. Ça viendra pas. Donc pour y aller, continuons d'user de nos taxes et de notre diplomatie pour faire avancer les choses. Pour le moment viendra. Qu'on le veuille ou non, ça va, peut-être le chemin sera long. Non, mais ce qu'on dit, madame, jamais si on se décide pas. Je pense, Brigitte, qu'on dit la même chose. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une histoire, une affaire de temps. C'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. Et attendre que ça nous vienne. Non, je ne dis pas que nous devons attendre que ça nous vienne. Nous travaillons à ce que cela soit en notre faveur. Nous travaillons, mais travailler ne veut pas parler de faveur? Pour moi. Pourquoi parler en termes de faveur? Bon, si vous voulez, je me rectifie. Moi, c'est simple. Je dis, nous allons travailler pour que notre tour ou ce que nous voulons arrive. Oui, mais nous sommes prêtes aujourd'hui. Ben non. Je suis désolée. Et pourquoi? Je suis désolée de vous dire. Mais alors justement, tu as dit tout à l'heure. Le Libéria qui a été dirigé par... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un moment, on avait parlé d'un sujet, les louves. Parce que nous sommes des louves. Mais c'est de ça qu'il s'agit, justement. Nous sommes des louves. Mais comment faire en sorte que les louves qui sommeillent, qui sont en nous, baissent la garde? Elles se mangent jamais entre elles. Non, il faut déjà... Elles se mangent jamais entre elles. Non, les louves, en fait, les femmes sont méchantes entre elles. Vous en avez parlé. Tout à fait. Mais moi, je pense elle a utilisé même le mot, elles sont pas du tout gentilles. Voilà, c'est ce que tu as dit. Oui, mais ce que je veux dire, j'arrive. Parce que pour qu'une femme, on arrive à ce que les femmes votent pour les femmes, il faut déjà que ce serait même pas possible, puisqu'il y a cette barrière de jalousie dont vous avez parlé. Il faudrait que entre femmes, on se comprenne, on soit éduqués, on ait la même vision, tu comprends? On ait la même vision et qu'on se soutienne. Parce que vous ne pouvez pas arriver à ça, parce que pourquoi une femme est jalouse d'une autre sans la connaître? Non, c'est des préjugés que les gens ont. Moi, je pense qu'il faut faire un travail d'abord d'éducation pour savoir comment emmener ces femmes. Oui, mais donc dans ce cas, le problème n'est pas au niveau des autres. Le problème est à notre propre niveau à ce moment-là. Il y a un problème d'abord. Le problème n'est pas au niveau des hommes. Madame Bopé a une solution. Des femmes. Et je pense que... Non, c'est les femmes. Moi, j'ai une explication. Madame Bopé a eu l'explication. Je constate quelque chose, en fait. Ce que je constate, c'est quoi? Oui. C'est que les femmes se crêpent souvent le chignon. Déjà, c'est un petit peu notre nature. Tout à fait. Puis quand on est toute petite, on se crêpe le chignon. Donc, on grandit avec. C'est un peu comme ça. Mais surtout, ce que je constate, c'est que pourquoi il y a cette guéguerre entre les femmes? Moi, je ramène ça à une question d'estime de soi. C'est parce que, généralement, les femmes ont le sentiment que en prenant une autre, c'est un peu comme le reflet d'elle-même. C'est prendre une autre, c'est comme si ça me rappelle que moi-même, je ne suis peut-être pas forcément capable. Le jour où nous allons développer entre nous suffisamment d'estime de soi pour comprendre que moi, je suis moi. J'ai pas de copie conforme de moi. Il y a quelque chose que je sais faire, que personne ne sait faire aussi bien que moi-même. Et j'ai confiance en moi. Je suis convaincue de mes capacités. Le jour où j'aurai, comment dirais-je, cette impression-là à mon propre sujet, ça ne me gênera pas. Qu'à côté de moi, quelqu'un d'autre prospère, quelqu'un d'autre soit élevé. Je pense qu'il y a ce problème-là à régler pour que l'assurance que l'on a vis-à-vis de soi-même permette de voir les autres évoluer et de se rallier et d'avoir un élan de solidarité, sachant que ce que l'autre fait, moi je viens en complément. Ce que l'autre fait ne m'écrase pas parce que je reste moi, même si c'est elle qui prend la tête.
j'ai l'impression que si on prend les choses par ce bout, Oui, on va peut-être tout doucement commencer à avancer. Eh bien, le temps s'égrène. Nous sommes en train d'arriver tout doucement vers la fin de l'émission. Nous n'avons pas encore pu aborder le second thème. Alors, sans plus tarder, nous allons nous retrouver après cet intermède musical pour parler de la polygamie. Voilà, on se retrouve juste après cet intermède musical et cette fois-ci c'est pour parler pour thème de la polygamie. Eh bien, nous avons fait le tour de cette journée internationale de la femme. À présent, nous allons parler des hommes qui ont fait le choix d'avoir dans leur foyer plusieurs femmes. C'est également peut-être une manière de célébrer la femme, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, mesdames, qu'est-ce qui peut amener un homme à vouloir épouser plusieurs femmes en même temps? Madame Huguette. Oui. Moi, je me dis toujours que il doit y avoir une cause qui n'est pas de la fantaisie. Parce que ça demande une telle débauche d'énergie que je me dis que ça peut sûrement pas être par fantaisie. Et puis aussi, je me suis rendu compte en écoutant certains hommes polygames, et pas des moindres, qui ont fini par dire, si c'était à recommencer, je ne le ferais pas. Mais cela étant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs causes. Oui. Déjà, dans l'histoire, il y a des causes, on va dire, philosophiques. Et ce n'est pas seulement en Afrique, parce qu'il faut qu'on sache que en Occident Chine, aussi. Il y en a au Cambodge, il y en a au Moyen-Orient, il y en a en Inde, il y en a partout. C'est qu'on se dit que la femme a une source porteuse de vie. Donc, plus il y a de sources de vie dans un groupe, plus la vie du groupe va se développer. Donc, il faut multiplier la source. D'accord. Il y a parfois, ça c'était dans le passé également, que pour des raisons d'ordre économique, l'homme agriculteur voulait accroître sa main-d'œuvre. Donc, plus de femmes, plus d'enfants. Et dans les enfants, beaucoup de filles, parce que les filles vont se marier, que la famille va s'agrandir, etc. Il y a aussi la question de la stérilité de la première femme, qui peut contraindre un homme à prendre une deuxième épouse pour avoir un enfant. Si vous prenez un homme, un fils unique de parents qui ont le souci de voir la descendance se poursuivre, bon, à un moment donné, sous la pression, si sa première épouse ne fait pas d'enfant, il va en prendre une seconde pour en avoir. Des fois, vous avez des hommes qui ont déjà des enfants, mais peut-être qu'ils n'ont que des filles, et qui disent, je dois avoir un garçon, je dois avoir un garçon. À ce moment, ils s'en vont se marier. Oui. Il y a aussi que parfois, bon, ça rentre dans des considérations d'ordre, on va dire... je ne sais pas s'il faut dire religieux, parce que des fois, on dit que, bon, l'oracle a déclaré qu'il te faut prendre telle autre épouse, donc il faut le faire. Il y a parfois le lévirat, le fait que, bon, tu récupères La femme d'un frère qui est décédé pour que la famille, enfin, ça reste toujours dans la famille. Donc, parfois, il y a des causes comme ça. Et puis, il y a aussi des causes religieuses. Par exemple, l'autorisation, la permission donnée par la religion musulmane, j'insiste sur le terme permission, pour qu'on ne pense pas que c'est une obligation, Tout à fait. parce que beaucoup le présentent comme une obligation, mais la permission qui est donnée par l'islam si on peut, de le faire, à condition de pouvoir les aimer toutes de la même intensité. Toutes les quatre, et même le Coran va plus loin dire, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sûr que vous serez impartial, alors prenez une seule. Parce qu'en réalité, il est très difficile d'être équitable, malgré toute une bonne volonté en toutes les femmes. De toute façon, même au niveau du sentiment, on ne peut pas aimer 4 femmes de la même manière. C'est évident. Et moi, j'ai pensé d'ailleurs que cette phrase du Coran était implicitement, quelque part, pour refuter la chose. Tout à fait. Parce qu'on sait qu'on ne peut jamais aimer, ne serait-ce que 2 femmes de la même manière. Il y en a toujours une qui sera préférée. Même leur rang, déjà, est une discrimination. Parce qu'on parle de la première, de la deuxième, de la troisième. Et la plus récente est toujours forcément, à un moment donné, la plus... Alors, est-ce que ce n'est pas quelque part une manière de décrier la chose, en fait? C'est une manière de dire, bon, c'est pas interdit, mais avisez-vous de ce que vous êtes dans l'esprit de la relation que vous avez avec Dieu. Assurez-vous que vous êtes dans cet esprit-là avant de le faire. Maintenant, pour le reste... je sais pas, moi j'ai un sentiment, c'est que c'est pas vraiment le sentiment en Afrique que la cause première
du mariage soit, et même dans le monde, on va dire, parfois je me dis, est-ce que la cause première du mariage, c'est vraiment l'amour? Est-ce que c'est pas plutôt un devoir social, une règle sociale pour laquelle, pour des raisons parfois d'ordre pratique, personnel, il faut être marié, il faut avoir un statut, etc. Et c'est vraiment, il n'y a pas très très longtemps que l'amour est devenu une cause de mariage. Et il faut vraiment que ça le reste pour que dans un ménage africain, par exemple, qui reste sans enfants, que ce ménage puisse durer. Donc, voilà. Alors, Madame de Baglion, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prête, par exemple, que votre mari vous annonce qu'il souhaite épouser une seconde femme? Non, et non, et non. Et pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Pourquoi non? Parce que bon, je ne vois pas l'intérêt. Parce que pour vous? Oui, l'intérêt voit un intérêt. Non, en fait, je ne vois pas l'intérêt dans la mesure où on n'a pas de problème particulier dans le couple. Nous avons un garçon et une fille, donc c'est pas pour qu'il recherche un garçon ou il veut une fille. Donc voilà, nous avons 2 beaux enfants. Et il y a cette complicité déjà qui existe dans le couple. Nous avons la même vision. On va dans le même sens. Mais à supposer que par envie, qu'il vous dise, écoute, en fait, bon, Virginie, ça me plairait bien d'avoir une seconde. Bon, moi étant musulmane, donc 2 fois il me taquine. Donc il peut aller à 4. Non, lui il est catholique. Il me dit, ah ben tu sais la religion musulmane, non, a dit que je dis mais il se trouve que tu l'es pas musulman. Donc déjà la question ne se pose plus. Donc la question est close. Voilà. Non, en fait c'est cette façon que les gens ont à ironiser, comme ils disent, oui, la religion musulmane te donne le droit. Non, elle a été bien précise. On t'autorise. Parce que avant que tu épouses cette deuxième femme, on demande à la première. Parfois. Parfois. Parce qu'il y a des fois, c'est une surprise. On vient, on dit, bon, demain, il se marie. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais je pense que moi, je ne suis pas dans... Je suis contre, voilà, je suis contre la polygamie, c'est trop dire, parce que il y a beaucoup de raisons qui amènent les gens à aboutir à la polygamie. On ne sait pas tout. Moi, je ne suis pas d'une famille polygame, mais en fait, avec le temps, j'ai mon frère, je prends l'exemple de mon frère, qui un jour, qui était marié, avec enfant, tout, un beau matin, il nous appelle, il dit, ben, je me marie dimanche, je prends une deuxième femme. Ah. Mais bon, c'est vrai que même pas, comme on n'aimait pas trop la première, on a dit, ah, c'est à quelle heure le mariage? Alors, personne, ça dit voilà, c'est ça. Est-ce que la polygamie n'a que des inconvénients? Moi, je pense que non. Si les gens optent pour cette condition de vie, c'est que c'est non. Parce que si vous regardez bien, dans l'Afrique, c'est pas autorisé d'avoir 2 femmes dans la religion chrétienne. Mais tous les hommes, je pèse mes mots, ont une deuxième femme qui n'est pas officielle. La paix extra-conjugale. Et pourquoi ils sont plus heureux comme ça? Parce que des fois, à la maison, ça se passe pas comme ils souhaiteraient. Mais le mariage les oblige à rester dans cette vie avec leur première femme. Et pour se complaire dehors, ils sortent et ils cherchent une deuxième femme. Et cette femme-là existe dans leur cœur. Mais dans leur vie, ils vivent avec leur femme. Donc moi, je pense que c'est autorisé. Moi, si mon mari venait me dire demain, j'ai une deuxième, je veux faire de toi ma première épouse, mais j'en ai une deuxième, je chercherai à savoir pourquoi. Il veut en prendre une deuxième. Et peut-être que je corrigerai pourquoi il choisit ça. Mais parfois, c'est peut-être juste pour aider la première femme. Non, pourquoi? C'est ne pas qu'elle se fatigue de trop. C'est juste pour son plaisir personnel. C'est juste pour son plaisir personnel, c'est pour se satisfaire quelque chose, un besoin qu'il a. Et je chercherai à comprendre pourquoi il a ce besoin. Et peut-être que je chercherai à comprendre pourquoi il veut me remplacer. Et non, te compléter. Non, me remplacer parce que l'autre, ça sera. Si il a l'envie, si cette envie-là s'installe dans notre couple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne m'aime plus. Moi, je dirais que mon mari ne m'aime plus. Donc, soit je ferai des histoires, et en faisant des histoires complètement tu le perds, je lui dirai pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tu as besoin d'une autre. Et je me dirais, bon,
si ça peut te faire plaisir. Mais oublie pas qu'on est mariés. Et n'oublie pas les droits que mes enfants ont sur notre couple. Oui, parce que donc si tu peux respecter ça, moi j'ai pas de problème avec toi. Madame Dekadjevi, quels sont les avantages à votre avis? Non, mais moi je ne parlerai pas tout de suite davantage, mais je dirais que les trois dames ont été complémentaires. Madame Bopé a commencé d'abord à bien détailler, mais elle a oublié un aspect que rapidement Madame de Baguillon a sorti, c'est qu'il faut savoir, l'homme qui va au dehors, s'il est un homme normal, si c'est parce que d'abord, je me demande si on peut... normal. Non, mais non, ce que je veux dire, si c'est un homme normal, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, Madame Bopé a dit tout à l'heure qu'elle se demande si on peut le faire par fantaisie. C'est tellement d'implications qu'on se dit, en réalité, on ne prend pas une deuxième femme par fantaisie. Ça, c'est très rare. Donc, c'est réfléchi. Déjà, ça veut dire que l'homme est bien normal. Dans ce cas, il faut se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans son couple? Comment ça fonctionne dans son couple? Et de ce point de vue, disons-nous la vérité entre femmes, nous les femmes, trop souvent, cela nous échappe, surtout quand nous devenons épouses attitrées, c'est-à-dire on nous amène à la mairie, on fait de nous vraiment la femme, l'épouse légitime, tout et tout. Souvent cela nous échappe. À un moment donné, on se laisse aller. On ne se demande plus comment ne voyons pas le cas de quelques femmes qui font bien. Non. Quand vous questionnez les hommes, quand vous questionnez aussi les femmes, la plupart du temps, vous voyez que les femmes se laissent tellement aller. Et parfois même, le pire, c'est que à des moments donnés, l'homme, l'amour, le peu d'amour qu'il y a au début, à la longue, s'envole. La femme ne fait rien pour l'entretenir. Beaucoup de femmes, je ne dis pas toutes, bien sûr, mais beaucoup de femmes, elles ne font rien pour l'entretenir. À la maison, parfois, c'est invivable, c'est infernal. Et quand ça devient invivable, ça devient infernal, puisque la femme se dit, moi je suis là, je ne pars pas, j'ai tous les droits parce que je suis mariée à l'état civil, j'ai tous les droits, je ne pars pas, rien ne me déloge. Donc finalement, on oublie complètement l'homme. Et quand on l'oublie, ben, il va se chercher ailleurs, il va se chercher au dehors. Et puisque au dehors, celles qui sont au dehors, ne sont pas que des machines à être, je ne sais pas... Machines de plaisir. Machines de plaisir. Elles finissent par s'imposer à un moment donné. Elles deviennent aussi madame. Deuxième, fut-elle deuxième, troisième, quatrième, je ne sais pas. Mais elles aussi, elles deviennent madame. Mais de là, dis-moi ce que je veux dire, vous savez... Madame, toutes les trois l'ont dit d'ailleurs, mais elles ont aussi bien dit, qu'on le veuille ou non, la polygamie est un fait. Voilà. C'est-à-dire, ça existe. Ça nous fait face. C'est-à-dire, quelles que soient les lois qu'on prend, quelles que soient les réalités, je sais pas, quels que soient les codes que nous votons, la polygamie est là, têtue. Ce qui signifie que nous sommes obligés de faire avec. Et faire avec, moi je dis, c'est à chacun ou à chaque couple de savoir comment se comprendre et comment faire face à des réalités. Tout à l'heure, Madame de Baguillon a dit quelque chose d'important. Elle a dit, dans mon couple, tout va bien. Nous avons cette complicité. C'est important de dire, nous avons cette complicité. Tout à l'heure, Madame Bopé, en parlant de son mari, a dit, j'ai eu un mari qui m'a aidé, qui m'a accepté et qui m'a même aidé à aller de l'avant. Donc, dans chaque couple, il faut pouvoir mettre en place le mécanisme de fonctionnement. Merci. Très bien, Madame Dekadjevi, nous avons fait le tour. Non, par rapport à nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je vous donne une minute. Je vous donne une minute, Madame Dekadjevi. Je me posais la question. Oui. La polygamie, aujourd'hui, pour les jeunes couples, à l'époque, il y avait les raisons. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, les familles s'immiscent encore dans la vie de leurs enfants? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes couples, il suffit qu'il y ait juste un petit souci, on court, on emmène une femme.
Non, ça c'est une autre paire de manches. Non, non, ça c'est... Non, je pense que c'est important, ça aussi. On reviendra sur ce thème, hein, parce que c'est quand même un thème assez large, assez vaste, assez dense. Hein, on n'a pas pu réellement le parcourir. Mais comme il s'agissait quand même de la journée de la femme, nous avons pensé qu'il serait intéressant de toucher quelque peu à ce thème pour voir cette manière que l'homme a de célébrer aussi à sa manière les femmes. Drôle de célébration. Non. C'est Madame Rafat qui appelle ça célébrer la femme. Les hommes ne l'ont jamais dit. Ils n'ont jamais dit ça. Ils disent que les femmes chôment et qu'il en faut, il faut pouvoir gérer toutes les femmes. Alors, non. Des femmes, justement. Ça, c'est pas la bonne raison. Alors, mais, mesdames, on arrive à la fin, malheureusement, de votre émission Dentelle et Soie. Et nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. J'ai juste un petit présent pour vous, puisque c'est quand même la journée internationale de la femme. Il aurait été difficile de recevoir 4 grandes dames, les recevoir sans leur laisser un petit quelque chose. Alors, nous avons été voir la boutique Nana Wax, qui spontanément a bien voulu nous laisser quelques articles pour cette journée de la femme. Wow. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est des boucles d'oreilles par-ci, des bracelets par-là. Et je vous exhorte d'ailleurs à faire un tour. Elle fait de très très belles choses, des vêtements, des sacs, des ceintures, des boucles, même des objets recyclés. Vous pouvez amener vos anciens sacs ou chaussures et qu'elles puissent vous les recouvrir de tissus pagne africains. Voilà, comme on les aime. Ouais. Alors, c'est pas grand-chose, hein. Vous allez peut-être, à titre indicatif, en jouir quelque peu. Il y a bracelet, il y a boucle, il y a des petits carnets aussi, des petits carnets de notes, voilà, qui pourront vous servir à prendre quelques... Que j'aime bien. Voilà. Alors, merci à la boutique Nana Wax. Merci beaucoup. Pour sa spontanéité face à notre demande. Et ce qui nous a permis au moins de ne pas laisser partir nos invités les mains vides. Alors, Dentelle et Soie est déjà à sa fin, Madame Huguette. Non, c'est bon. Je disais merci. Merci à Nana Wax. Notre généreuse donatrice. Voilà, nous sommes à la fin de Dentelle et Soie. Nous avions eu pour thème la journée internationale de la femme, aujourd'hui dimanche 8 mars. Et nous avions abordé également quelque peu celui de la polygamie. Ces thèmes sont assez vastes, hein, assez intéressants. Nous n'avons pas pu toucher à tous les différents aspects que nous aurions pu aborder, mais nous aurons certainement l'occasion de revenir sur tout cela. Vous aviez sur le plateau Madame Virginie de Baglion, Madame Huguette Bopé-Nyakadja, Madame Sosa Chimène, Madame Brigitte Dekadjevi, qui ont bien voulu répondre à notre appel et nous les remercions de nous avoir tenu compagnie pendant ces 2 heures d'émission spéciale. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices d'Océan FM, la radio leader, soyez toujours au rendez-vous. Merci d'avoir choisi notre compagnie et on se retrouve dimanche prochain pour des thèmes toujours plus enrichissants et plus intéressants. À bientôt. Merci.